Albert David, bonjour Armand Actuel. Donc on vient d'assister à votre intervention durant cet épisode 5 de l'Academic All-Star Game. Donc juste une petite question pour débuter, qu'avez-vous pensé de ce mode d'intervention qu'on vous offre ici pour vous, chercheurs en gestion? C'est toujours intéressant d'avoir une occasion un peu exceptionnelle de présenter quelque chose, quand bien même c'est ce qu'on fait habituellement à nos publics, mais là il y a un exercice particulier. On se connaît bien, mais le fait d'être en binôme, c'était agréable et important. Et puis, vu l'objectif de tous ces séminaires, on s'est quand même mis une sacrée pression pour préparer quelque chose qui convienne. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas cherché à être forcément compris à chaque mot. On s'est un peu lâché en quelque sorte au maximum de nos possibilités et ambitions intellectuelles et sur les résultats qu'on a obtenus. Donc on verra auprès des étudiants comment ça a été reçu, mais l'idée c'était qu'ils voient que ça bouge et que les sciences de gestion sont des sciences importantes et riches. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Albert. J'ai ressenti exactement la même chose et je crois qu'on a besoin de ce type de manifestation qui nous permettent de vous donner des panoramas plus larges que d'habitude, de retrouver les profondeurs, comme dirait Albert, de cet apprentissage de la profondeur. Et je crois que de ce point de vue-là, l'exercice, en tout cas, a été très stimulant pour nous. Donc on a envie de revenir plus sur ce concept d'innovation managériale, plus une question qui va s'adresser à vous, Monsieur David. Donc dans vos travaux, vous mettez en exergue 4 modèles selon la position du chercheur vis-à-vis de cette innovation managériale, selon qu'il est présent, qu'il théorise, qu'il est absent ou qu'il a une démarche proactive ou plutôt une analyse ex post. Vous prenez des exemples qui sont assez datés, mais du coup j'aurais envie de vous demander aujourd'hui quelle est la position du chercheur prédominante en fonction donc de ces 4 modèles. Quel est le modèle prédominant? Ça dépend si on veut constater quel est le modèle le plus répandu ou si on veut expliquer ce que serait le modèle fondamental et important. Je vais plutôt être sur cette deuxième logique. Peter Drucker, que j'ai cité, disait au fond, les académiques, ils doivent attendre qu'une pratique soit mûre et diffusée pour pouvoir l'analyser et avoir un apport. On peut comprendre que c'est un constat pour lui à l'époque. D'un autre côté, s'il a raison, alors nous n'avons rien à faire dans l'invention du management. Nous ne pouvons que la constater ex post et l'analyser quand elle est répandue. Or, il existe des chercheurs qui, par un certain type de présence sur le terrain, co-conçoivent, co-inventent, co-innovent. Et pratiquement aucune des grandes innovations de management, je peux même dire aucune, n'est le fait de l'académie seule. C'est toujours des collaborations. Donc, au fond, c'est un peu comme si vous, en tant que chercheur en management, chercheur en gestion, vous avez un coup de fil de Taylor ou de Ono ou de qui vous voulez dans les grands contributeurs au management, prenons Taylor, qui vous dit, écoute, on est en train de faire un truc à la Bethlehem Steel Company, là, je suis pas encore sûr que ça va être top, mais quand même, ça a l'air de bouger pas mal, c'est peut-être un peu une révolution, tu veux pas venir bosser avec nous? Et vous allez lui dire non, sous prétexte que vous êtes un académique et qu'il faut attendre que ce soit suffisamment mûr et diffusé. Bien sûr que non. Vous allez aller dans l'œil du cyclone, là où peut-être les choses sont en train de se passer. Là où peut-être les choses sont en train de se passer, vous voyez que pour savoir si vous y allez, vous êtes obligé de raisonner d'une certaine façon pour voir le potentiel de valeur de la situation. Et c'est exactement ce que doit faire un laboratoire de recherche en gestion aujourd'hui, c'est d'aller sur le terrain, là où il y a un potentiel de valeur, par rapport à ce qu'on a développé, c'est-à-dire de la conception d'actions collectives. Alors je voudrais juste compléter, aller dans le même sens, en ajoutant une dimension qui est que dans le processus d'invention, comme vous l'avez vu et comme le montre la théorie CK, vous avez à la fois l'invention et vous avez la transformation des connaissances associées à l'invention. Il n'y a pas d'invention qui serait sans une transformation des connaissances associées. Ce qui veut dire en fait que, en vous mettant dans le danger de l'invention, vous vous posez les vraies questions fondamentales de la discipline. Or aujourd'hui, je crois que c'est à l'évidence pour tout le monde que, en tout cas, au moins, la plupart des modèles classiques de management sont à bout. Et donc, on a besoin de renouveler à la fois donc, les modèles, mais on ne peut pas le faire
sans un gros effort théorique. Et donc voilà, et c'est ça aujourd'hui le challenge pour la recherche contemporaine. C'est-à-dire que ça ne suffira pas juste d'aller sur le terrain pour inventer. Il faut qu'en même temps, et c'est pour ça qu'on a beaucoup insisté sur l'héritage, la culture, il faut en même temps un gros bagage théorique pour s'attaquer aux questions d'aujourd'hui. Justement, pour rebondir sur ce que vous dites, M. Hatchell, est-ce que les entreprises, les organisations, elles ont conscience de ça, qu'on est à bout de certains modèles de management, et est-ce qu'elles cherchent à innover dans ce sens-là ? Y a-t-il de la recherche en développement, par exemple, en management, ou est-ce que c'est quelque chose qui leur passe totalement au-dessus ? Alors, si vous voulez, nous, la réponse va être très courte. Nos laboratoires, en tout cas le mien et celui d'Albert, notre pratique industrielle qui remonte maintenant à plusieurs décennies, fait que rien de ce qu'on vous a dit aujourd'hui n'est pas quelque chose qu'on a déjà élaboré. Alors si je prends juste ce qu'on a développé autour de la rationalité créatrice, non seulement c'est standard, mais c'est même, je dirais aujourd'hui vous avez des sociétés de consultants qui propagent ces représentations-là. Donc tout ce qu'on a fait, nous, a toujours été dans ce dialogue avec les entreprises. Et il ne faut pas prendre... Les entreprises ne sont pas passives non plus. Elles peuvent avoir des positions différentes des nôtres, mais quand il y a une difficulté pour tout le monde, alors elles sont tout à fait prêtes à réfléchir. Et là, l'exemple de la théorie CK est particulièrement parlant, puisque toute la recherche fondamentale sur la théorie CK a été financée par l'industrie française. On a eu quelques subventions d'État, de l'ANR, mais c'est peanuts, c'est pas grand-chose, c'est toujours bienvenu, mais c'est petit par rapport à ce qu'a été le financement des entreprises. Donc, oui. Je voulais juste ajouter qu'un certain nombre d'entreprises, et de plus en plus nombreuses, ont pris une conscience aiguë non seulement de ce qu'il fallait travailler avec les laboratoires de recherche en général, mais avec les laboratoires de recherche en gestion en particulier. La chaire TMCI, le cercle de l'innovation sont deux exemples parmi d'autres. La chaire théorie de l'entreprise. Et au fond, on n'est même plus à l'époque où les entreprises, pour celles qui viennent à l'université pour s'aérer l'esprit et s'informer un peu. Il y a vraiment du travail collaboratif profond. Et même les entreprises elles-mêmes créent des tiers-lieux. La communauté d'innovation Renault, le village by Crédit Agricole et des centaines de ce genre. Et au fond, les partenaires de nos chaires et cercles, les tiers-lieux se fréquentent entre eux. Donc on est dans une espèce de réseau extrêmement agile où on a plaisir à monter des opérations en mode commando, dans certains cas, pour tester quelque chose. Par exemple, avec la SNCF, on est en train de tester un atelier d'innovation, façon DKCP, mais sur le management. Évidemment, pour l'entreprise, c'est compliqué à monter parce que les collaborateurs n'ont pas l'habitude. C'est plus délicat que de travailler sur un produit ou un service, mais ça arrive. Et de plus en plus de personnes viennent vers nous, justement, ce que disait Armand, sur le côté épuisement des méthodes et dispositifs en cours, et qu'est-ce qu'on peut faire et est-ce qu'on pourrait réfléchir ensemble. D'accord, donc nous voudrions à présent se centrer plus sur un débat qui a été évoqué lors de la conférence, qui est celui donc de la nouvelle entreprise, avec le vote de la loi PAC demain, et ce rapport Nota-Sénar qui a été grandement inspiré de vos travaux. On a l'impression d'une réelle performativité des sciences de gestion, pour une fois parce que nous avions l'impression, et nous l'avions évoqué lors de l'épisode précédent avec Franck Agéry, qu'il y avait peut-être un manque de performativité des sciences de gestion. Est-ce parce que les économistes, comme vous l'avez dit, ont été un peu absents de ce débat-là, ou est-ce que c'est réellement un renouveau pour les sciences de gestion ? Alors, la loi, nous avons inspiré, nos travaux ont été inspirés, mais ces travaux, je voudrais le rappeler, ont été avec plusieurs disciplines. Hein. Les disciplines les plus représentées, c'était la gestion, c'était le droit. Les économistes qui ont été présents, c'est plutôt des économistes qu'on appelle hétérodoxes. Hein. Olivier Favreau, c'est l'école des conventions. Donc, l'histoire aussi a été une discipline très convoquée. Mais je crois que le rôle des sciences de gestion dans cette affaire a été très important. Pourquoi ? Parce que la critique du modèle actionnarial et sa mise en cause existait. Au fond, elle est même assez facile à faire dans le cadre économique lui-même. Seulement, ça ne suffit pas d'avoir une position critique. Il faut aussi construire une théorie positive, substantielle. Et là, je crois que c'est là où les chercheurs en gestion jouent un rôle. Il n'y avait pas de tradition, par exemple, pour dire qu'au fond,
ce qui fait entreprise, c'est un processus de création collective. D'abord, la notion même de création collective n'était pas dans le langage standard. L'économie théorique, voire même la plupart des sciences sociales ont beaucoup de difficultés avec ce qu'on appelle les agirs créatifs. Et là, au contraire, on a contribué. Mais je veux dire que les chercheurs en gestion ne peuvent contribuer, comme je l'ai dit, que si leurs résultats parlent à tout le monde. C'est-à-dire le but, c'est pas juste de parler à mes collègues, c'est de s'attaquer à des questions qui parlent à tout le monde. Donc vous devez être compris par un anthropologue qui doit dire « Ah oui, c'est vachement intéressant ». Et c'est ça qui s'est passé. Je dirais que, notamment, la jonction entre les travaux sur la rationalité expansive, qui a beaucoup intéressé les philosophes, et les jonctions sur les processus de création collective dans l'histoire, a été un argumentaire qui a pesé dans le débat. Et ça veut dire, ce n'est pas juste qu'on a voulu être performatif, c'est qu'il y a des conditions pour être performatif. Et moi, du coup, pour revenir sur cette loi Pacte, donc c'est déjà un grand aboutissement de faire une loi, mais est-ce qu'il va y avoir un réel impact sur la société réelle ? Est-ce que les entreprises vont être vraiment incitées à adopter cette position plus partenariale ? Va-t-il y avoir vraiment une gouvernance partenariale, ou est-ce que ça va être simplement un statut d'entreprise à mission qui ne va pas être adopté au final ? L'avenir appartient, je veux dire, au futur. Mais par contre, on peut déjà observer les effets. Alors, je dirais que le premier effet, c'est la création du mouvement des entreprises à mission. Et j'ai appris même qu'il y a un autre mouvement qui s'appelle les entreprises à raison d'être. Donc aujourd'hui, vous avez un mouvement des entreprises qui s'empare de ce dossier. On voit aussi une représentation nouvelle de l'entreprise qui agit, par exemple, dans certaines parties des institutions scientifiques, où ce sera peut-être plus simple d'être capable de créer des spin-offs du CNRS ou de l'INRA avec ces nouveaux statuts. On voit des grandes coopératives qui annoncent qu'elles utiliseront ce statut, c'est-à-dire qu'en gros, on commence à avoir cette créativité collective autour de cet instrument. Donc ça, c'est absolument indéniable. Mais je dirais que même si il y a une thèse on peut entendre, que ça ne concerne qu'une petite partie, par exemple, des entreprises. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est une petite partie, mais très agissante ? Si c'est la petite partie qui va faire les luttes et les techniques environnementales de demain, si c'est la petite partie qui va développer des systèmes sociaux inattendus, si c'est la petite partie qui va faire des inventions managériales qui vont diffuser autour, merci pour la petite partie, ça me suffit largement. Je vais citer la firme Edison. Quand vous regardez l'impact d'une firme, celle d'Edison, sur la civilisation, parce que c'est tous les pays, son impact sur la civilisation, il est absolument colossal. Donc je crois que l'idée, c'est est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont y aller ou peu ? C'est pas la bonne question. La bonne question, c'est ceux qui vont adopter ce type de statut, vont-ils produire des richesses de type nouveau, des systèmes sociaux de type nouveau, des organisations de type nouveau ? C'est ça qui est le challenge. Il en suffirait de peu pour que ça ait déjà un énorme impact. Et juste pour nous éclairer un peu, ce consensus relativement important, on a eu déjà plusieurs conférences à ces sujets-là, les nouvelles entreprises. Est-ce qu'il est simplement français, européen, ou est-ce qu'il est carrément mondial ? Alors, il y a un débat au niveau mondial. Au niveau mondial. Le débat aujourd'hui est au niveau mondial. On a rencontré la Commission européenne lors d'un séminaire. Vous avez les Anglais qui sont en train de... Vous savez que, par exemple, en Angleterre, je l'ai appris hier, parce qu'hier, il y avait un grand professeur anglais qui était au labo. L'équivalent du patronat anglais a adopté le principe du purpose, c'est-à-dire de la mission ou de la raison d'être. Ça, c'est le patronat lui-même. Ce n'est pas la loi, pour l'instant. Ce n'est pas le Company Act. Donc, vous avez un mouvement mondial voilà, avec des débats. Alors, aux États-Unis, vous savez que la gauche s'en est emparée, que Elizabeth Warren fait... Vous savez qu'aux États-Unis, il y a déjà 33 États qui ont proposé des statuts, et il y a presque 5000 entreprises qui, aujourd'hui, ont des statuts de ce type-là. Donc, le mouvement est en marche. Moi, je dirais que quand je parle à des jeunes comme vous, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir leur dire, voilà, la culture
qui vous est transmise, on va vous laisser un herbier large qui témoigne de la capacité d'innovation des chercheurs. Et donc, quand vous allez, si c'est ceux qui entreront dans cette mouvance-là, il y a une belle culture, quoi. Vous allez avoir une très belle culture, plein de choses à savoir, à apprendre et à développer. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. D'accord. On voit que donc il y a un consensus, donc comme vous le disiez, au niveau mondial, et que donc l'implémentation. Un débat. D'accord. Consensus. Oui. Non, mais il n'y en aura jamais. Il y aura toujours des thèses. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a des États qui adoptent des nouvelles formes, ou des patronats qui adoptent de nouvelles logiques. Mais est-ce que c'est pas finalement donc la première pièce de l'édifice que le statut existe, mais qu'il n'y a pas aussi des travaux à faire face à certaines barrières? On pense notamment, enfin je pense en tout cas aux travaux de Bernard Collas sur les normes IAS, IFRS, qui montrent qu'elles sont un frein justement à cette gouvernance partenariale, puisqu'elles sont faites pour les actionnaires. Est-ce qu'il donc finalement il n'y a pas une refonte en profondeur qui est nécessaire pour que ce type d'entreprise se développe réellement? Vous avez totalement raison. Il y a tout un outillage qui est à reconstruire. Simplement, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir au fond, ce qui s'est passé historiquement. L'idée d'avoir des outils plus riches, extra-financiers, tout ce qu'on veut, un bilan social, elle a au moins un demi-siècle. Mais pourtant, ça avait du mal à prendre. Et je crois que ce qui a été notre position analytique sur le sujet, c'est de dire, permettez-moi de revenir à mon adage savoir et relation, si un système d'indicateur est un système de savoir, il lui faut les relations qui vont avec. Et donc, en fait, non, on avait des indicateurs, mais pas de liens socialisés autour de ces indicateurs. Au contraire, on avait des muscles sociaux très très forts en gros, tout ce qui tournait autour des indicateurs classiques. Vous aviez des organisations, des prescripteurs, des agences, vous avez tout un processus de fixation, tandis que sur les autres, vous étiez là. Or là, la loi va pratiquement imposer aux gens de se donner des indicateurs, naturellement, puisqu'ils ont à contrôler le processus. Donc, c'est déjà parti. Vous savez que la loi contient l'idée qu'il y aura des décrets qui vont propager la nécessité d'avoir des audits externes, etc. Donc, à l'envers, il faut raisonner à l'envers. C'est-à-dire, on ne peut pas inventer un outil qui reste comme ça flottant. Il faut avoir le système qui se constitue et qui va avec, et c'est ce que montre très très bien l'histoire des innovations managériales, c'est que c'est pas parce que juste Drucker a eu l'idée c'est que dans la pratique des entreprises, s'est inventée une pratique de la DPO. C'est ça la direction par objectif qui a donné naissance à ce qu'on appelle, nous, la direction par objectif. D'accord, merci. Donc enfin, vraiment la dernière question qui est un peu le fil rouge de cette Académique All-Star Game. On a parlé de modèle à bout de souffle, de renouvellement. Donc la question finale, pour la recherche en stratégie et management, mort clinique ou renaissance? J'ai souvenir d'une conférence il y a une vingtaine d'années où les organisateurs avaient invité des patrons d'entreprise, et j'avais trouvé qu'à la fin de cette conférence et de la table ronde qui associait ces dirigeants, un peu trop modestement, ou j'allais dire piteusement, certains collègues avaient demandé à ces patrons, mais sur quoi est-ce qu'on devrait chercher? J'appelle ça une crise de la prescription. Au fond, ça veut dire que le collectif qui devrait réunir tous ces acteurs, à un certain moment, a échoué à produire les questions qui étaient importantes. C'est toujours un peu délicat ou extrême de parler de mort clinique ou de résurrection, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est à un moment donné où on a produit un certain nombre d'outils intellectuels, théoriques, conceptuels, mais aussi des outils qui vont avec. De certaine façon, les ateliers DKCP, la loi Pacte, c'est pas le même niveau d'outils, mais c'est quand même des leviers tout à fait importants. Et donc ça veut dire qu'on donne à la fois des théories et des leviers d'action, si je le dis dans un vocabulaire un peu classique.
on a tout ce qu'il faut pour une régénération des sciences de gestion, de certaine façon. Nous, on est porteur d'un message qui dit, attention, si vous continuez à dire que c'est une science appliquée et que quand on veut de la théorie, on va la chercher ailleurs, ok, mais ça devient votre problème, sauf que ça devient le problème de ce domaine-là, puisque la réputation que ça a peut en souffrir. Donc nous, on a une bagarre académique en quelque sorte, parce qu'il y a encore pas mal de réticences ou de refus de considérer que c'est un point de vue qui aurait sa pertinence. On verra bien qui sera emporté et qui survivra, hein, au fond. Les institutions peuvent survivre un certain temps en apesanteur. C'est dans leur gène. Donc voilà, moi je dirais que notre contribution à nous, plus tout ce qu'on a aperçu des autres, ça donne un programme extrêmement motivant et de nature à rassurer en ces temps où certains vous parlent par ailleurs de collapse et de catastrophe dans tous les sens. Au moins, on contribue à forger des outils de régénération de l'action collective, et vous avez vu que ça combinait tous les spécialistes et intervenants nécessaires. Après, il n'y a qu'à, hein, comme on dit, mais en tout cas, nous, on aura l'impression qu'on aura œuvré pour un monde meilleur, de certaine façon. Bon, donc Monsieur Actuel qui est tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Monsieur David. Donc merci Albert David, merci Armand Actuel. C'est la fin de cet épisode 5 de l'Academic All-Star Game. Merci à vous. C'est gentil.